Voici maintenant une famille anéantie par l'attitude d'un des siens qu'elle accuse d'avoir rédigé un faux testament pour faire main basse sur l'héritage d'un frère défunt. Un reportage de Benoît Donse. C'est mon propre frère qui m'a trahi et ça, je l'accepte, je peux pas l'accepter. C'est vraiment ignoble, oui, ignoble. Que dans une famille, on puisse arriver à faire des choses pareilles. On peut pas. Déshériter ses frères, ses sœurs, non. C'est notre famille qui s'est jouée pour une question d'argent. Et c'est fort dommage d'en arriver là que pour de l'argent. Moi, je suis certaine, je suis formelle. C'est lui qui l'a écrit. C'est lui qui l'a signé, c'est lui. Et puis ça, on ne sortira pas de la tête. La vie, maintenant, pour moi, elle est plus la même, maintenant, la vie. Jenny et Marie-Louise sont en colère. Il y a 2 ans, leur destin et celui de toute leur famille a complètement basculé. La raison ? Un différend sur les droits de succession de leur frère Roger. Au cœur de ce litige, une ferme et des terrains, valeur estimée plus de 200 000 €. D'après elle, un autre de leurs frères n'aurait pas hésité à rédiger un faux testament pour devenir le légataire universel. Ce frère, nous l'appellerons Monsieur X. Aujourd'hui, Jenny et Marie-Louise sont prêtes à tout pour honorer la mémoire de leur frère. Depuis 2 ans, notre vie est chamboulée. On n'a plus de vie de famille comme on avait avant, où on aimait se rencontrer, rire et s'amuser. Mon frère m'a trahi parce que j'avais une trop grande confiance en lui. Mais notre sœur en a fait de la déprime, et tout encore hier elle m'en parlait, mais elle pleure, elle peut pas s'en remettre. Elle me dit toujours, mais on avait trop confiance. Eh ben je lui dis oui. Et c'est ça qui fait le plus mal. C'est qu'on se dit, comment ? Mais il a pu faire une chose pareille. Ouais. Surtout qu'il avait tout, il a tout pour être heureux. C'est vraiment ignoble, oui, ignoble. Tout s'attribuer alors qu'il n'avait pas besoin de tout ça. Pour mieux comprendre ce qui a pu se passer, retour quelques années en arrière. À l'époque, Roger est exploitant agricole et possède une ferme et des terres. Mais sa santé est fragile et l'homme devient très vite dépendant. Rapidement, il est obligé d'être aidé dans toutes les tâches du quotidien et la présence constante de certains membres de sa famille devient indispensable. À ce moment-là, Nathalie, l'une de ses nièces, et Jean, l'un de ses neveux, étaient très proches de leur oncle. À l'époque, je m'en occupais énormément puisqu'il était bien malade. Donc j'allais le voir régulièrement. Des fois, je mangeais avec lui à midi. J'allais à la pharmacie chercher ses médicaments. Il avait besoin quand même de pas mal de monde parce qu'après, il marchait de plus en plus mal à cause de ses jambes. Donc il avait besoin quand même d'une certaine aide, oui. Tout le monde est métallicien, hein. Il n'y avait pas que moi, il y avait d'autres personnes de la famille. Roger est très faible, sa santé ne cesse de se dégrader. Cela fait maintenant plusieurs années qu'il n'écrit plus et se contente d'apposer sa signature. Ce sont ses sœurs et ses nièces qui s'occupent pour lui des documents administratifs et de la gestion de son budget. Selon Nathalie, à ce moment-là, Monsieur X n'est absolument pas présent dans la vie de son frère. Petit à petit, Roger s'en s'efforce le quitter et commence à songer à la succession. Il se confie alors à Nathalie. Il disait, je veux voir tes parents parce que je veux léguer ma maison à ta maman, c'est ma filleule. Donc il a voulu faire expertiser sa maison avec les terrains pour savoir ce qu'il en était. Une nouvelle qui n'aurait pas plu à Monsieur X. Ce dernier se serait alors opposé à cette succession. Petit à petit, il se rapproche. En plus, il se passe qu'il va rentrer à l'hôpital et tout, donc il se met à gérer toutes ses affaires. On a eu l'impression qu'il éliminait un peu les gens qui avant lui avaient vraiment rendu service. Et puis il avait vraiment la tête, il lui monte la tête contre nous, hein. Il harcelait mon frère contre moi spécialement. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je lui ai demandé que je voulais que tout soit clair. Et ça lui a pas plu parce que lui voulait tout gérer. Moi, je lui ai écrit, c'est écrit, que je voulais qu'on se rencontre tous pour s'occuper les uns les autres, de continuer ensemble. Et ça, il me l'a refusé catégoriquement. Le 27 septembre 2004, il est conduit d'urgence à l'hôpital. Victime d'un accident vasculaire cérébral, il se retrouve paralysé de tout le côté droit. Ses sœurs n'ont plus le choix, elles sont obligées de l'envoyer dans une maison de repos, une décision coûteuse que Monsieur X n'aurait pas du tout appréciée.
On a senti que le côté argent qui primait. Notre autre frère devient très en colère en disant qu'on va lui dépenser tout son capital et qu'il le change de maison. Une décision surprenante qui va à l'encontre de l'avis médical, comme en atteste ce certificat du psychiatre qui suivait Roger à l'époque. Mais rien à dire, Monsieur X aurait pris seul l'initiative de changer Roger de maison de repos. À ce moment-là, Roger est complètement sous l'emprise de notre frère. Quand on y va, on s'est coupé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il était agressif et comme on ne pouvait pas comprendre tout ce qu'il disait, je le sentais très très énervé. On ne peut plus lui discuter, il écoute que lui. Une mise à l'écart forcée que Jenny et Marie-Louise n'acceptent pas. Pour protéger Roger, elles décident de le mettre sous tutelle. Le 27 décembre 2004, le tribunal rend sa décision et désigne Marie-Louise mandataire légale de Roger. Mais les deux sœurs ne sont pas encore au bout de leur peine. Seulement une semaine après le transfert de Roger, elles vont faire une découverte. Mi-octobre, la banque adresse un relevé mensuel et on s'était trouvés en même temps. Et il était fou parce qu'il n'avait pas reçu ce relevé. Il avait téléphoné à sa femme, il avait téléphoné à la banque, il n'avait pas trouvé le relevé dans la boîte. Mais nous, on se disait pourquoi il se met dans cet état, parce qu'il n'a pas reçu le relevé de la banque. Après, on a compris. Il s'est rendu compte qu'il avait retiré de l'argent et une somme quand même assez conséquente puisqu'il lui a retiré 4 000 €. Il dit que Roger voulait qu'on lui montre qu'il avait encore de l'argent. Mais bon, il pouvait lui montrer, surtout que Roger confondait les euros et les francs, donc il pouvait lui montrer simplement 100 €. Il n'était pas utile de lui retirer 4 000 €. Il les a reposés quand même un mois après, quand il a vu qu'on se mettait un petit peu en ébullition et qu'on demandait la tutelle et tout. Donc qu'est-ce qu'il a fait de ces 4 000 €? Pourquoi pendant un mois il les a gardés? La démarche est surprenante. Jenny et Marie-Louise ne sont pas convaincues et demandent des explications à Monsieur X. Il se dit qu'il s'est trompé de carte bancaire. Donc s'il s'était trompé de compte bancaire, il aurait tapé son code à lui, la carte aurait été rejetée. Donc il savait pertinemment qu'il se servait de la carte de son autre frère. Moi, on n'arrive pas à y croire, parce que en plus c'est notre frère. On se dit comment il peut faire ça? Il n'y a pas de nom. Jenny et Marie-Louise sont écœurées, mais elles ne sont pas les seules. Nathalie, la nièce de Roger, et Georgette, sa belle-sœur, auraient aussi été témoins de scènes pour le moins troublantes. Il nous dit qu'il y a un testament et qu'il n'arrive pas à le faire signer. Là, ça a l'air de vraiment le chagriner. C'est quand même étrange que quelques mois plus tard, comme par hasard, le testament est signé. Il voulait être héritier, puis c'est tout. Hein, il voulait que personne ne soit avec lui. Voilà, moins il y en avait, plus il en touchait. Et me dire, mais je vous en aurais donné un peu. J'ai dit, jamais je pourrais prendre de l'argent comme ça. J'ai dit, les autres, il y a des sœurs. Finalement, il y avait que l'argent qui comptait, alors qu'il avait tout pour être heureux et il a détruit la famille. Le 16 septembre 2005, l'inévitable se produit. Roger décède. Ça a été terrible, les funérailles, n'en parlons pas. La famille était séparée et je pense que mon frère qui est défunt n'aurait pas voulu nous voir séparés. Ça, c'est quelque chose de très douloureux. La famille est détruite. Malheureusement pour Marie-Louise et Jenny, les problèmes ne s'arrêtent pas là. Le 6 octobre 2005, le notaire en charge de la succession de Roger écrit à Marie-Louise. Dans ce courrier, il stipule qu'un testament a été rédigé et qu'il désigne Monsieur X légataire universel des biens de Roger. Pour Jenny et Marie-Louise, c'est un nouveau coup de massue. On ne peut pas penser une seule seconde que c'était la volonté quand même de ce monsieur de donner cette ferme à ce Monsieur X? Non, non. C'était pas dans son tempérament de penser à l'héritage quand il serait plus là. Lui, c'était le dernier de ses soucis. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait un testament. On était persuadés même qu'il n'y en avait pas. Mon frère n'écrivait plus depuis très longtemps, donc on est surpris qu'il ait pu écrire d'ailleurs un aussi long testament. Et on a bien compris que c'était pas dans lui qui avait pu rédiger ça. Et on a dit, mais c'est pas possible, ça peut pas être un vrai, ça peut pas être un vrai. Roger n'écrivant plus depuis des années, Jenny et Marie-Louise n'arrivent pas à croire que le testament a été rédigé de sa main. Pour élucider ce mystère, elles demandent des explications au notaire. Quand on apprend par le notaire que Roger a déposé le testament du temps de son vivant, on se dit c'est pas possible. Roger était dans une maison de retraite, incapable, il était sur son lit, il avait eu un AVC, donc il pouvait pas bouger. D'ailleurs les médecins le témoignent, qu'il n'a pas pu se déplacer pour aller déposer le testament. Donc on est surprise que le notaire ait pu écrire des choses pareilles. Un testament donné en main propre alors que Roger était au moment des faits paralysé,
cloué dans son lit d'hôpital. La version semble pour le moins surprenante. Mais Jenny et Marie-Louise ne sont pas encore au bout de leur surprise. Elles décident de reprendre contact avec le notaire. La réponse de ce dernier va finir de les convaincre que quelque chose n'est peut-être pas clair dans ce dossier. Une fois qu'il a reçu le courrier, il répond en disant c'est le petit-fils qui l'a porté. Non, Roger était célibataire, pas d'enfant. Voilà, alors donc deuxième réaction, on se dit mais il raconte n'importe quoi. Pour Jenny et Marie-Louise, la version du notaire n'est pas crédible. Elle décide de réagir et s'attache les services d'un avocat. Le 10 octobre 2007, une expertise graphologique du testament est mandatée par la justice. Les conclusions de l'expert sont sans équivoque. Elles indiquent que le testament ne peut émaner de la main de Roger. En revanche, elles indiquent qu'il est impossible d'écarter le fait que Monsieur X ait pu écrire et signer le testament en cherchant à imiter la signature de Roger. Aujourd'hui, Jenny et Marie-Louise sont déterminées à obtenir la vérité. C'est la mémoire de leur frère qui est en jeu. Équipées d'une caméra cachée, elles partent à la rencontre du notaire. C'est une famille déchirée à cause d'un héritage qui a peut-être été détourné. C'est ça qui fait le plus mal, c'est qu'on se dit comment il a pu faire une chose pareille. Quelqu'un ne dit peut-être pas tout dans cette affaire. À nous de découvrir la vérité. Écoutez, c'est pas moi qui ai fait le testament, je suis innocent, alors... On en a marre, ça fait plus de 2 ans que ça dure. Arrêtons et puis terminé. Jalousie, envie, mensonge, cupidité. Je vous le dis, écoutez-moi bien, ma bouche s'ouvre, le son, tout le monde comprend. Je dis aujourd'hui clairement devant les auditeurs de TF1 qu'il n'y a aucune collusion entre le notaire et celui qui a touché l'héritage. Est-ce que c'est suffisamment clair? Dites-moi comment je dois vous le dire pour que vous le compreniez. Sans aucun doute, spécial détournement d'argent, la suite, dans un instant. Nous étions à l'instant en compagnie de Marie-Louise et de Jenny, deux femmes accablées par l'attitude d'un proche qui aurait rédigé un faux testament pour s'attribuer l'héritage d'un frère défunt. Elles se rendaient chez le notaire. Aujourd'hui, Jenny et Marie-Louise sont déterminées à obtenir la vérité. C'est la mémoire de leur frère qui est en jeu. Équipées d'une caméra cachée, elles partent à la rencontre du notaire. Que vous ayez écrit que ce soit Roger du temps de son vivant qui vous avait porté. Non, parce que alors je veux dire, ça c'est mon père qui a fait la succession. Je vous dis bien, il y a des formes multiples dans l'ordinateur qui ressortent, alors après il aurait dû effectivement modifier. Mais ça, il n'y a aucune malveillance, il faut pas s'appuyer sur cette erreur pour avoir une malversation. Parce que Roger n'écrivait plus, donc il ne pouvait pas écrire. Ça, je suis pas témoin de ça, je ne sais même pas, je ne connais même pas, je pense que j'ai jamais vu votre frère. Quand on m'a donné le testament, j'ai dit, on est bien d'accord, c'est bien un testament écrit. Oui, il n'y a aucun problème. Je dis pas que c'est un vrai ou c'est un faux, j'en sais rien, ça m'intéresse absolument pas. Le notaire reconnaît que son clerc a commis une erreur et semble se dégager de toute responsabilité. Pour Marie-Louise et Jenny, c'est impossible à entendre, c'est le sort de leur famille qui est en jeu. Seule issue pour elles, essayer de trouver un terrain d'entente avec Monsieur X. Faut qu'on arrête, ça peut plus durer, c'est pas possible. Nos parents nous ont élevés, l'honnêteté, on est honnête et ça, moi je peux pas le supporter. Depuis 2 ans, on est malade, ma sœur en fait de la déprime. Non, il faut qu'il arrive à dire bon, ben ça y est, c'est moi qui ai fait le testament. Jenny et Marie-Louise sont tendues. La rencontre est filmée en caméra cachée. Le testament, tu sais très bien, c'est un faux. Testament. Non, mais Roger voulait rien donner. Non, parce que la preuve, c'est qu'il disait à tout le monde que c'était tout pour moi. Mais c'est toi qui as fait justement ces papiers. J'ai rien fait du tout, moi. Moi, j'ai donné le testament que j'ai trouvé de Roger, un point, c'est tout. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non. Tu l'as pas trouvé. La graphologue, elle dit que c'est toi. L'écriture? Oui. Non, mais Et c'est pas nous qui l'avons nommée la graphologue, c'est les juges. Hein. Nous, on la connaissait pas. Allez dire que c'est moi alors que j'ai pas écrit un mot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, si les écritures se ressemblent, je sais pas. Enfin bon, ça c'est un petit détail. De toute façon, nous, on en a marre. Voilà. On voudrait que ça s'arrête, et puis c'est tout. Parce que ça, on peut plus durer comme ça. On est tous malades, ça fait pas faire 3 ans que ça dure. Parce que tu crois que moi, c'est pas pareil? Non, il ne faut pas revenir me casser les pieds. Non, je casse pas les pieds. J'en ai marre. On a plus de... mon pauvre. Bah, écoute, ça... Bon. Ce qu'on veut, c'est que maintenant... Voilà, la vérité soit faite, un point, c'est tout. Bon, la vérité, ça me saoule. Roger m'avait dit qu'il me donnait... Oui, allez. Allez, au revoir. Allez. La discussion ne semble plus possible.
L'homme nie les faits et il a demandé une contre-expertise. Dernière chance pour les deux sœurs, demander des explications au fils de Monsieur X qui s'est occupé de déposer le testament de Roger chez le notaire. La rencontre est filmée en caméra cachée. Comment le notaire a pu écrire que c'était son petit-fils qui avait déposé le testament? Il savait très bien que tu n'étais pas le petit-fils de Roger. Mais tout le monde peut faire des erreurs. Que j'ai pas entendu parler. Le notaire savait très bien que c'était le Vous devez notaire. vraiment vous emmerder dans votre vie. C'est un notaire comme tous les notaires qui fait pas de conneries. Moi j'en emploie un qui il m'a vendu un terrain, là il a fait une commercialisation. Non mais détournons pas le problème. Le problème, on savait que Roger écrivait pas. Écrivait plus. Bon. Donc c'est pas possible que ce soit lui qui l'ait rédigé. Et on se serait entendu à l'amiable, ça aurait été tellement mieux. Vous m'emmerdez avec ça. Pour moi, vous n'existez plus. Des paroles dures qui laissent transparaître le mal-être de cette famille. Jenny et Marie-Louise sont sous le choc. Touchées par ces propos, elles vont se recueillir sur la tombe de leur frère Roger. C'est l'horreur. Comme je dis, il n'y a pas de mots pour qualifier ce qu'il nous a fait. Les relations de famille, c'est terminé. C'est la mémoire de notre frère aujourd'hui qui est bafouée. Parce qu'on était une famille sans histoire et qu'on n'avait vraiment pas besoin de ça. C'est dur. Marie-Louise et Jenny ne veulent pas laisser leur frère accaparer l'héritage de Roger. Sur le plateau, sans aucun doute, l'émotion est palpable. Nathalie, l'une des nièces du défunt, éclate en sanglots. Mais je pense que son papa, c'est lui qui s'en est le plus occupé de notre frère défunt et qui voulait rien leur donner. Vous voyez, nous, ça nous fait rien. Mais qu'il ait déshérité son papa et mon autre sœur, non. Mais ça, c'est trop moche. Qu'il ait fait un faux, quoi. À la rigueur, si mon oncle avait jugé bon de mettre son frère légataire universel, si ça avait été son choix, pourquoi pas? Je veux dire, il était célibataire, il avait le droit de faire ce qu'il voulait de ses biens. Mais qu'il ait fait un faux pour récupérer tout ça, Marie-Louise, Jenny et Nathalie en veulent à Monsieur X d'avoir sacrifié l'esprit de famille pour de l'argent. Pourtant, Marie-Louise s'est toujours dit prête à pardonner en cas de repentance. Il nie toujours l'évidence et je pense qu'il le niera jusqu'au bout. Il veut pas accepter. Ça peut arriver peut-être un jour à tout le monde de péter les plombs, de dire bon, dans le fond, je vais faire ça, après tout, elles ne me diront rien. Mais pourquoi, et après, il n'a pas voulu reconnaître, pourquoi il n'a pas voulu discuter? Moi, c'est ce que je lui reproche. Roger ne voulait rien de lui. Non, parce que la preuve, c'est qu'il disait à tout le monde que c'était tout pour moi. Ça fait 2 ans que ça dure et on aimerait que ça s'arrête. Vous savez, on est toujours dans les procédures. On n'est pas des procéduriers, on n'avait pas envie de ça, quoi. Malgré tout, Marie-Louise et Jenny ont dû saisir la justice. Mais il est peut-être encore temps de régler l'affaire à l'amiable, car Monsieur X pourrait risquer gros. Marilyn Olivier nous rappelle la gravité des faits dont il serait l'auteur. Il est clairement démontré, d'une part, qu'il y avait impossibilité physique pour le testateur de se rendre à l'étude. Deuxièmement, il y avait manifestement une insanité d'esprit qui est démontrée par les actes et les certificats médicaux. Les éléments constitutifs de faux semblent totalement réunis et les délits sont gravement réprimés. Quand on fait soit un faux testament, du moins qu'on en fait usage, soit qu'on fraude en détournant des biens d'une succession, on perd tout droit sur les sommes détournées. Or là, comme il tente de détourner tout, si c'est un faux testament, il perd tout droit sur tout, il n'a même pas sa part. Et donc il a vraiment intérêt, et je pense que c'est ce qu'il faudra lui faire comprendre tout à l'heure, à trouver une solution amiable, sinon il aura voulu tout, il n'aura rien. Monsieur X a-t-il détourné l'héritage de son frère grâce à un faux testament? Si cela était avéré, la responsabilité de son notaire serait engagée. Selon Gérard Michel, de nombreuses zones d'ombre planeraient sur l'homme de loi. Le notaire a dressé un acte indiquant, je cite, « La personne ci-dessus, c'est-à-dire le défunt, nous a confié de son vivant à l'étude un testament, etc. » et décrit le testament ensuite. Donc l'acte officiel, non pas signé par le clerc, mais signé par lui, indique que ce monsieur est venu. C'est faux, il le reconnaît lui-même, c'est impossible. Alors ça pourrait être une erreur. Si c'était qu'il y a quelque chose d'un peu embêtant, c'est que l'avocat de nos amis a écrit au notaire en disant « Mais écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment se fait-il notamment que le testament ne soit pas enregistré au fichier national des testaments ?» Et le notaire a répondu ceci à l'avocat. « Je vous confirme
que ce testament était déposé, il ne dit pas par qui, à mon étude le 1er décembre 2004. On est à 8 jours de la visite du médecin envoyé par le juge des tutelles chez le défunt. Et le médecin dit, ce monsieur est intransportable, il est paralysé, et quand je lui demande s'il est marié, il me répond oui, alors qu'il ne l'a jamais été, il est célibataire, il n'est pas capable de me donner son âge. Donc ce monsieur, le 15 décembre 2004, quand l'expert vient le voir, il est hors d'état de s'exprimer, et 15 jours avant, il aurait déposé ce testament chez le notaire. Donc on peut dire que non seulement c'est un faux, mais que le notaire a couvert, d'une façon tout à fait étonnante, l'organisation de ce faux, en prétendant que ça lui a été déposé à une date où c'était impossible que ce soit déposé. Le notaire dit, mais le défunt, je ne l'ai jamais vu, je ne le connaissais pas, on m'a peut-être remis un faux, mais moi, c'est pas mes oignons. Je dis pas que c'est un vrai ou c'est un faux, j'en sais rien, ça m'intéresse absolument pas. Or, quand un notaire reçoit, comme un avocat d'ailleurs, lorsqu'il reçoit quelqu'un qu'il ne connaît pas, il a l'obligation non seulement de lui demander son identité, mais une carte d'identité, surtout dans un acte aussi important qu'un dépôt de testament. Donc là, je crois que vraiment, il y a une légèreté blâmable du notaire qui finalement a favorisé l'enregistrement, enfin le dépôt peut-être d'un faux, en tout cas d'une pièce qui en tout cas est sérieusement contestable. Beaucoup de suppositions, évidemment. Malgré tout, quelques écrits qui nous laissent douter. Il nous faudra savoir si toutes les précautions ont été prises. Mais à ce stade de l'enquête, nous ne pouvons rien affirmer quant à la responsabilité de Monsieur X ou de son notaire dans cette affaire. L'heure est donc venue d'entendre Monsieur X. Pour cela, nous contactons Benoît Donce, notre journaliste sur le terrain. Benoît, bonsoir. Bonsoir Julien. Donc Benoît, vous êtes capable d'intervenir soit chez ce monsieur X, soit éventuellement chez le notaire si besoin est. Oui, tout à fait, nous sommes sur place. Bien, alors nous commençons par le téléphone. Benoît, nous allons essayer d'appeler ce monsieur X dans un premier temps et si nous avons besoin de vous, vous intervenez, vous restez en ligne. C'est parti, la régie fait maintenant le numéro. Monsieur X ne répond pas. Nous allons à nouveau nous tourner vers Benoît Donce. Notre journaliste se rend chez notre homme. Une jeune femme se présente. Je cherchais à voir monsieur, s'il vous plaît. Vous allez chercher à la gare, d'accord. Monsieur X n'est pas encore disponible, mais nous pouvons suivre la femme à la gare. En attendant de rencontrer le frère du défunt, nous allons tenter de contacter son fils, qui serait également impliqué dans cette affaire. Son téléphone sonne. Oui, allô? Oui, bonjour, pardonnez-moi de vous déranger, monsieur. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Sans tarder, nous évoquons l'analyse graphologique du testament. Mais le fils de monsieur X conteste le rapport de l'expert qui stipule qu'au moment des faits, Roger était dans l'incapacité de rédiger le document. Devant nos questions, l'homme se défend. Une demande d'éclaircissement le met mal à l'aise. J'ai cru comprendre que votre papa, mais je me trompe peut-être, monsieur, avait lui-même demandé une contre-expertise pour vérifier que si c'était pas vous qui avez fait le testament. Ah non, non, pas du tout, non, absolument pas, non. Simplement, à une époque, et donc c'est prouvé par lettre, elle m'avait aussi mise en cause en disant qu'elle avait des écritures de moi qui ressemblaient tout à fait à celles du défunt. Oui, alors moi je reprends. Tout à fait au début de l'histoire, on avait dit, on hésitait pour l'écriture entre ton père et toi. Et puis maintenant, dans les dernières conclusions, là, c'est ton père qui demande l'expertise graphologique de son fils, de toi. Je comprends pas pourquoi votre père demande à ce qu'on vérifie que ce soit votre signature. Vous avez rien fait. Eh ben, mais non, justement. Au départ, c'est ce qu'elles ont dit. J'étais censé même être convoqué, donc on va voir. Non, mais c'est votre père qui demande apparemment. Pourquoi votre père vous... Mais ça veut dire que votre père vous accuse. Ah non, pas du tout, pas du tout. S'il en était pas sûr, il ne la demanderait pas, c'est tout. Simplement pour montrer, c'est ça dans le but de montrer qu'effectivement, les écritures du défunt et les écritures de mon père et mes écritures sont très similaires. Ah, d'accord. Voilà, donc on va prouver ça. Et puis après, effectivement, il y aura une contre-expertise officielle qui va être demandée auprès du tribunal. D'accord. Le fils de Monsieur X n'est pas d'une très grande clarté. D'autres questions restent en suspens. Tout d'abord, reconnaît-il avoir porté le testament de son oncle chez le notaire? J'ai déposé le testament, oui. Et vous l'avez remis en main propre au notaire? Oui. Au notaire ou au clerc? Au notaire. D'accord. Qui vous l'avez remis?
Oh, alors là, écoutez, je me rappelle plus à vous présenter. Écoutez, monsieur... Je suis en plein travail, donc... Non, mais attendez. Il n'y a que deux hypothèses, monsieur. Soit c'est le défunt, et vous vous en souvenez, qui vous dit, tiens, voilà le testament, porte ça chez mon notaire. Soit c'est votre père. C'est qui? Il me semble que c'est mon père. Alors, je n'avais pas de contact avec le défunt, effectivement. On se voyait très rarement, une fois dans l'année. le deuxième problème est le suivant. Lorsque le défunt était à l'hôpital, il a été examiné à la demande du juge des tutelles. Parce que le juge estimait qu'il n'était plus capable qu'il n'avait plus toute sa tête et puis qu'il était tellement paralysé qu'il ne pouvait plus s'occuper lui-même de quoi que ce soit. Et le testament a été porté chez le notaire alors que le défunt était déjà dans cet état. Donc, monsieur, lorsque votre père vous a donné le testament à porter chez le notaire, est-ce qu'il vous a dit depuis quand il l'avait ? Je pense imaginer que mon père doit avoir ce testament depuis un certain temps. Alors justement, je crois que... Ou qu'il lui avait dit, ben voilà, le testament est à tel endroit. D'accord, monsieur. Mais voilà, mais maintenant, j'ai arrêté, je suis désolé, parce que j'ai vraiment pas le temps. Oui, et puis en plus, non, mais ça tombe bien. Je ne peux pas répondre. Ça tombe bien parce qu'on a votre père. On a votre père, si vous voulez rester, je crois qu'on va pouvoir parler à votre père pour en savoir un petit peu plus dans le cadre de cette émission, sans aucun doute. Est-ce que Benoît Doms, notre journaliste, nous entend? Oui, Julien, je vous entends. Donc vous êtes avec ce monsieur? Oui, tout à fait, je peux vous le passer. Merci. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission, sans aucun doute que nous enregistrons. Je ne suis pas avec vous, moi. Moi, je me demande qui vous a donné ça. Je suis contre, justement. Ah, Nathalie, Jenny et Marie-Louise, dans le cadre de cet enregistrement de l'émission Sans aucun doute, m'ont dit plusieurs choses et je voulais voir ça avec vous. Et je ne dis pas qu'elles ont raison, je me tourne vers vous pour justement ne pas dire de bêtises. Elles me disent qu'il y a eu une première analyse graphologique demandée par le juge qui dirait que vous avez écrit ce testament. Est-ce vrai ou faux? Il y avait des ressemblances d'écriture. D'accord. Oui, il y a eu une deuxième. Alors, vous en avez fait une deuxième que vous avez demandée, mais qui n'est pas judiciaire, on est d'accord? Oui. Voilà. Cette deuxième, elle dit quoi? Oui, ben écoutez, je veux voir mon avocat, je vous réponds rien pour le moment. Hein. Bon, d'autres choses. Ne me répondez pas si vous voulez, mais que vous ne puissiez pas dire que je vous ai pas donné la possibilité de vous exprimer. Oui. Est-ce que c'est votre fils qui a été porté le testament chez le notaire? Je vous réponds pas. Alors. D'accord. Est-ce que vous demandez aujourd'hui, est-ce qu'il y a une analyse graphologique de l'écriture de votre fils? Ah, tout à fait. D'accord. Est-ce que il est vrai que le notaire a fait un acte comme quoi c'est lui-même, le défunt, qui est venu porter le testament? Je vous réponds pas non plus. D'accord. Est-ce qu'il est vrai qu'une des parcelles de terrain qui fait partie de l'héritage a été vendue et que c'est votre fille qui en a qui a récupéré le terrain? Je réponds pas non plus. Là. D'accord. Alors, Jenny, si vous voulez dire quelque chose, c'est le moment à ce monsieur, puisque nous sommes dans le cadre de l'enregistrement. Il pourra répondre s'il le veut. Bon, écoute, tu sais très bien pourquoi on est là. Le terrain qui a été cédé ou vendu en 2006 à ta fille, comment t'as pu... J'ai rien à répondre. Hein. Moi-même, je suis surpris qu'il y ait des gens de la télévision qui viennent pour des qui n'existent pas. Mais ça, monsieur, si elles n'existent pas, dites-nous-le, parce que comme ça va passer à la télévision, ça permettra de faire comprendre que les trois femmes qui sont autour de moi sont des menteuses. Oui. Alors que là, elles ont dit des tas de choses. Faites-les passer pour des menteuses, monsieur. Mais ne vous laissez pas accuser comme ça, sans répondre, parce qu'on va croire que c'est vous le coupable. Or, c'est pas vous, apparemment. Oui, mais justement, moi, je fais confiance à la justice pour le démontrer, vous comprenez, que je ne suis pas coupable. D'accord, mais qui... Et mes sœurs font tout ça pour une histoire de jalousie, c'est tout. J'ai eu votre fils il y a 2 minutes, on l'a appelé, là, juste avant vous. Et votre fils nous a dit, c'est moi qui ai emmené le testament au notaire. Oui, mais c'est lui, oui. Mais qui lui a donné le testament? Ben, c'est moi qui lui ai donné. Alors, vous, qui vous l'avez donné, le testament? Ben, je l'ai trouvé chez mon frère dans ses papiers. Vous l'avez trouvé? Ah, d'accord, pendant qu'il était à l'hôpital? Je ne vous réponds pas plus, parce que je ne me rappelle plus des dates. Non, il était à l'hôpital quand il est... Bon, mais dites-moi au moins, c'est un terrain qui a été vendu, monsieur. Ça, c'est facile, on va au cadastre, on va le vérifier, ça nous évite un déplacement. Il est vendu, oui, mais sous compromis. L'entretien n'est pas à la hauteur de nos espérances. Notre homme esquive la plupart de nos questions. Sur le plateau, Marie-Louise et Jenny s'impatientent. Ce qu'on te demande, effectivement, ce que on vient de te dire, c'est que tu dises, bon, ben oui, le testament, il est faux, et puis qu'on arrête tout ça. Bon, ça nous fait mal au cœur quand même, on voudrait bien récupérer nos frais de justice, parce que nous aussi, on en a engagé beaucoup pour prouver quelque chose qui n'est pas vrai. On en a marre, ça fait plus de 2 ans que ça dure. Arrêtons et puis terminé. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où ça va, cette histoire?
Écoutez, c'est pas moi qui ai fait le testament, je suis innocent, alors pour le moment, Monsieur, justement, si c'est pas vous qui avez fait ce testament, justement, reconnaissez ce que vient de dire l'expert, c'est-à-dire c'est un faux. Donc comme c'est un faux, vous ne pouvez pas être le seul légataire, et donc vous partagez la succession avec vos sœurs. Pourquoi on est gonflé? C'est pas la peine de se discuter, je coupe et puis on verra la suite, hein. Ça y est, c'est terminé, non, vous allez dire, monsieur. Monsieur X ne reprendra pas la conversation. Il continue de clamer son innocence et nous l'entendons. Pour en savoir plus, il nous faut joindre le notaire. Nous voulons qu'il nous explique pourquoi il s'est trompé à 2 reprises sur l'identité du dépositaire du testament. Allô? Oui. Oui, maître? Oui. Julien Courbet à l'appareil, maître de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui, bonjour. Je suis en présence sur le plateau de Nathalie, Génie et Marie-Louise. Vous voyez de qui il s'agit? Oui. Alors, voilà ce qui m'est dit, moi. Et avant de... J'essaie d'avoir vraiment toujours toutes les parties pour être objectif et ne pas dire de bêtises. Il m'est dit que dans ce dossier... d'abord, vous auriez fait un acte officiel, maître, stipulant que le défunt serait venu vous remettre en main propre son testament. Elles sont vraiment gonflées d'arriver chez vous. C'est le neveu du défunt qui m'a remis le testament. D'accord. Moi, je l'ai mis en mon coffre. Il s'est passé plusieurs années, la personne décède, on ouvre la succession, Montclair les reçoit, j'en sais rien, et on a mis par erreur que c'était le défunt qu'il avait posé au coffre. Mais ça, c'est une clause de style, si vous préférez, dans notre acte de notoriété. Il n'y a aucune suspicion à avoir. Non, mais il n'y a pas de suspicion, maître. Voilà. Moi, j'essaie juste de comprendre, c'est pour ça que je m'adresse à vous. Voilà. Alors, juste une question, maître Michel, qui est à mes côtés. Vous parlez de suspicion. Je vais vous dire, moi, ce qui nous fait nous interroger, les avocats qui sommes sur le plateau. Il n'y a pas eu de publication au fichier des dernières volontés de cet acte. Oui, parce que j'ai pas été payé pour ça. Oui. On n'est pas obligé de faire la notification au fichier mine dès lors qu'on ne nous paye pas. Oui, c'est entendu, maître. Il y a une chose que vous devez faire, c'est le procès-verbal de dépôt. Comment se fait-il que le jour même, vous n'ayez pas dressé un procès-verbal? C'est quelqu'un qui nous... On rend service, il n'y a pas de... Non, maître, je vous arrête. Un notaire, ça ne rend pas service. Un notaire, ça applique des règles. Il faut qu'il y ait une certitude. On voit bien tout le problème qu'il y a dans ce dossier, parce que les règles n'ont pas été suivies. Si, monsieur, si, maître, je vais vous expliquer pourquoi il y a un problème. S'il avait été écrit dès le départ, dans le procès-verbal de dépôt, c'est présenté ce jour 1er décembre 2004, le neveu d'un monsieur qui était incapable de s'exprimer, qui était en procédure de tutelle, dont un expert disait qu'il n'était pas dans son état normal. Je termine ma phrase. Et d'autre part, je vais vous dire, je ne connaissais pas le testateur. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous ne connaissez pas le défunt. Il y a une personne qui... Je ne suis pas juge. Il y a beaucoup de personnes qui payent l'inscription au fichier mine et d'autres qui ne le font pas. Et bien, quand on ne le fait pas, on ne paye pas pour eux ce coût de publicité. Juste, maître, j'essaie de comprendre comment une telle erreur a pu arriver. Vous me dites un clerc a... Attendez, laissez-moi parler, maître, soyez sympa. Laissez-moi dire 4 mots. Effectivement, on a dit que c'était le défunt. Mais comment le clerc... Maître, laissez-moi vous parler, s'il vous plaît, maître. Ayez cette gentillesse de me laisser dire 5 mots. C'est vous qui avez reçu le neveu. On est d'accord? Donc vous recevez le neveu qui vous donne le testament et vous donnez consigne au clerc de rédiger l'acte. Attention, il s'est passé plusieurs années entre le moment où ils l'ont déposé et le décès. C'est bien ce qu'on vous reprochait tout à l'heure. Il y aurait eu un procès-verbal de dépôt tout de suite. Le problème ne se posait pas un an après. Maître Olivier. Vous dites dans un premier temps, c'est le défunt qui a emmené cet acte. Ensuite, vous dites, ah ben non, je me suis trompé, ce n'était pas le défunt, c'était son petit-fils. Alors, effectivement... mais le problème... J'ai marqué ça parce que dans mon esprit, j'ai pas fait attention du tout. Donc vous ne savez même pas s'il a une famille ou pas, ce monsieur? Parce qu'il n'a pas de petit-fils. Vous n'avez même pas fait une enquête pour savoir si le défunt il avait une femme et des enfants. Mais des trucs comme ça, on en gère constamment à longueur. Maître, je vais quand même vous dire quelque chose. Vous n'avez pas pris la copie de la pièce d'identité de la personne qui venait déposer le testament, vous n'êtes pas assuré de son identité. Et aujourd'hui, vous auriez fait un acte de notoriété... Régulier de l'étude. Ah ben alors si c'est un client régulier de l'étude, pourquoi vous l'avez pris pour son petit-fils alors que le défunt n'avait pas de petit-fils? La personne avait dans les 40 ans qui est venue me déposer et
j'ai même pas réfléchi. J'ai dit par erreur que c'était le petit-fils, c'est le neveu. Mais tout ça, c'est pas des erreurs qui puissent prêter à une quelconque interprétation du testament. Mais ça crée le doute. Le notaire de Monsieur X veut démontrer sa bonne foi. Mais des erreurs sur l'identité du porteur du testament laissent planer le doute. Par ailleurs, il a permis à Monsieur X de vendre une partie d'un terrain à sa fille. Heureusement pour nos témoins, le notaire nous confirme que la vente n'est pas encore effective. Il y a une procédure de contestation du testament, donc on ne pourra passer la vente que lorsque cette procédure sera close et qu'on saura si le testament est bien celui du défunt ou pas. Voilà, s'il y a une contestation ou pas, en tous les cas, si elle est fondée. Donc cette vente, on ne l'a jamais régularisée puisqu'on attend l'issue du procès. Et si cette dame, elle construit sur le terrain? Et si cette dame, elle revend le terrain? J'ai pas terminé. Et si la procédure, elle dure 5 ans et que cette dame, elle décède entre-temps? Est-ce que vous vous rendez compte, si vous me permettez l'expression, le sac de nœuds dans lequel on est en train de se faire simplement pour que ce soit la fille qui paye les droits de succession au lieu du père? Alors je vais vous dire, quand un client me demande de faire une vente et m'intime l'ordre de faire la vente, je mets une clause en disant que c'est de la folie. De toute façon, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de construction, ils le savent très bien parce qu'il y a une procédure. Mais comment se fait-il que vous ayez porté autant d'attention à cette vente? De signer, moi je fais la vente, c'est pour dépanner le père. Mais il faut refuser, vous n'êtes pas là pour dépanner. Même si la vente des terrains n'aura pas lieu avant la fin de la procédure. Le notaire a compliqué les choses en acceptant de dépanner, comme il le dit, ses clients. Nos avocats le déplorent. Le notaire, quant à lui, tient à clarifier la relation qu'il entretient avec Monsieur X. Il n'y a aucune collusion, mais aucune collusion, entre moi et quiconque. Moi, des testaments dans mon coffre, j'en ai 200. Il y a des testaments d'autrefois, il y en a qui sont inscrits au fichier mine, il y en a d'autres qui ne sont pas inscrits au fichier mine. C'est, je dirais, nos usages dans les campagnes, on n'est pas dans le centre de Paris. Là-dessus, il y a une succession, on ouvre une succession, on règle la succession, j'ai un clerc qui s'en occupe. Nous, on n'est pas juge du tout de l'écriture. Moi, le défunt, je crois que ne l'avoir jamais. Mais c'est pas. Mais pourquoi vous parlez de ça? C'est pas le débat. Moi, j'ai des personnes sur ce plateau, je sais qui elles sont. C'est pas des imposteurs. Après tout, moi, si je vérifiais pas les identités, je peux accueillir n'importe qui sur le plateau qui raconterait n'importe quoi. Et il me dirait, je suis la personne qui a vu le meurtre, je veux le dire. On vérifie. Pourquoi vous n'avez pas? Monsieur Courbet, vous faites mon procès. Mais je fais pas votre procès, je vous demande, j'ai la gentillesse de vous demander de vous expliquer. J'ai bien compris. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant, vous m'avez répondu, basta. Au fil des minutes, un dialogue de sourds s'installe avec le notaire. Notre homme se défend alors qu'il n'est pas agressé. Je ne suis en rien responsable. Personne ne le dit. C'est incroyable, hein, c'est incroyable ce besoin que vous avez de dire que vous n'êtes pas coupable alors que personne ne dit que vous êtes coupable. Et je ne vous ai... Mais j'ai pas dit. Mais maître, là maintenant c'est un problème de sourdité. Maître, là c'est plus de la compréhension à votre niveau, c'est de la sourdité. Il faut que je vous parle en quelle langue? Je vous le dis, écoutez-moi bien, ma bouche s'ouvre, le son tout le monde comprend. Je dis aujourd'hui clairement devant les auditeurs de TF1 qu'il n'y a aucune collusion entre le notaire et celui qui a touché l'héritage. Est-ce que c'est suffisamment clair? Dites-moi comment je dois vous le dire pour que vous le compreniez. Et arrêtez de dire je ne suis pas coupable, je ne suis pas coupable, parce que le seul ayant prononcé le mot coupable, c'est vous. Personne ne l'a prononcé sur le plateau. Les avocats qui sont autour de vous... C'est comme si quelqu'un rentrait dans un commissariat spontanément en disant c'est pas moi qui l'ai tué. Attendez. Le calme reprend sa place sur le plateau. Julien Courbet apprend au notaire le résultat de l'analyse graphologique judiciaire. Ah ben maintenant, de toute façon, dès qu'il y aura le jugement, la succession va être réglée, va être de nouveau réglée. D'accord. Est-ce que vous allez prévenir l'acheteur quand même que le testament est un faux? Mais l'acheteur, attendez, l'acheteur, c'est la fille de l'héritier pour l'instant du légateur. Eh bien, peu importe, c'est un... Pas pour les deux? Pas pour les deux ventes dont vous nous avez parlé? Ah ben l'autre, la vente n'est pas passée, c'est qu'un compromis. Ah d'accord. Oui. Non mais prévenez-les. Les actes où vous avez dit que c'était le défunt, tout ça, ils ont été rectifiés depuis ou pas, les actes officiels? Personne m'a demandé de faire un acte rectificatif. Ah, personne vous l'a demandé? Ah bon, on peut laisser ça comme ça alors. Modifier. Dès lors que la procédure judiciaire est en cours. Voilà, et surtout dès lors qu'elle sera terminée, qu'on va savoir que c'est un faux, eh ben très bien, on reprend tout à la case départ. Ça marche. Voilà. Bien. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là, en tous les cas. Maître. Que ça ne sera pas chez moi. Merci beaucoup en tout cas. Le notaire semble réceptif,
Il est prêt à annuler les ventes s'il a confirmation que le testament est bien un faux. C'est déjà une avancée pour Jenny, Marie-Louise et Nathalie. Elles ne peuvent pourtant pas s'en contenter. Personne n'est capable de répondre clairement aux questions. Ils se sentent tous accusés alors qu'on demande simplement la vérité. Et voilà, il n'y a rien de net, il n'y a rien de clair. Lui, ceci étant dit à sa décharge, il n'a pas à savoir qui l'a écrit. Oui, bien sûr. Lui, il sait pas, il n'est pas devin. Mais par contre, lui aurait pu vérifier tout ça. Et on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui si tout de suite il avait alerté en disant « il y a quelqu'un en face de moi », voilà. C'est tout des mensonges, c'est tout... on ne sait plus. De toute façon, c'est un faux, ça c'est sûr. Ce testament est-il vrai ou faux? C'est à la justice de le dire. Dans le cas d'un faux, Monsieur X perdrait l'héritage. Jenny, Marie-Louise et Nathalie vont devoir encore patienter. Pour sans aucun doute, c'est une affaire à suivre.